Bonjour à tous. Petite capsule aujourd'hui de cours visant à préciser de plus en plus ce qu'on va appeler les anomalies de torsion du membre inférieur. Et avant de parler des anomalies de torsion du membre inférieur, on va parler des torsions du membre inférieur. Alors, vous les connaissez déjà normalement, en tout cas, normalement vous en connaissez bien une, c'est l'antétorsion fémorale exagérée, qu'on va reprendre. Mais l'antétorsion fémorale exagérée, évidemment, est une version, entre guillemets, pathologique d'une torsion fémorale qu'on va réaborder, d'une torsion fémorale physiologique, qui finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est associée à une torsion tibiale également, qui est physiologique. Et donc il y a une torsion fémorale et une torsion tibiale. Torsion, ça veut dire que grosso modo, ces deux os sont, entre guillemets, tordus sur eux-mêmes. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un plan d'une partie de cet os qui n'est plus dans le même plan à un autre endroit de cet os. Je vais essayer d'être plus clair, voilà, à peu près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association de ces deux torsions, fémorale et tibiale, eh bien, en fait, c'est elle qui fixe l'orientation des pieds en situation anatomique notamment et en situation de marche. C'est-à-dire que, en gros, l'ouverture d'angle du pas, l'ouverture d'angle du pas, également appelée angle de Fick, est justement en fonction de ces torsions du membre inférieur. Vous savez qu'on ne marche pas les pieds parallèles, et bien qu'on a un angle d'ouverture du pas, qui est également appelé angle de Fick, hein, qu'on voit ici sur la vidéo, qui est à peu près physiologique, c'est-à-dire qu'en gros, on a effectivement, on va dire, une obliquité du pied en dehors, d'arrière en avant, ouais, c'est ça, qui est fonction justement, qui forme un angle avec le plan sagittal, que l'on appelle angle de Fick, qui est entre à peu près 10 à 15 degrés, on l'avait vu en début d'année, etc. C'est à peu près ça, 10 à 15 degrés de chaque côté. Et bien ce 10 à 15 degrés de chaque côté, effectivement, dépend finalement complètement de l'angle de torsion fémorale et de l'angle de torsion tibiale. Alors, on verra qu'en fait, il y a même un calcul tout bête à faire. On en reparlera ensuite. L'angle de torsion fémorale, c'est quoi? L'angle de torsion fémorale, c'est l'angle formé entre le plan col-tête du fémur avec le plan frontal bicondylien. Donc ça, on va revoir tout à l'heure la petite animation sur l'antétorsion fémorale pour revoir cette mesure-là. Mais là, on voit les deux axes rouges. Donc l'axe rouge qui est, on va dire, horizontal, là, tel qu'on le voit, représente effectivement l'axe bicondylien. Regardez comment il se projette. Voilà, l'axe bicondylien, c'est vraiment, on va dire, le plan frontal. Okay, et c'est pour ça que, en situation d'examen clinique, pour vraiment observer les choses, eh bien, c'est cet axe-là qu'on met dans le plan frontal, par l'intermédiaire de la patella dans le plan frontal. Et l'autre angle, là, qui est plus oblique, représente l'angle du col fémoral. Ok. Voilà un petit peu. Alors, il faut savoir que cet angle a une variation durant la croissance et qui démarre grosso modo aux alentours de 40 jusqu'à 40 degrés à la naissance et qui va finir entre 10 et 15 degrés à la fin de la puberté. Voilà un petit peu l'idée. Et donc c'est l'évolution de cette torsion-là qui va qui va influencer l'ouverture d'angle du pas. C'est un des deux angles qui va influencer l'ouverture d'angle du pas. C'est-à-dire qu'à la naissance, eh bien, comme on a une grosse torsion fémorale antérieure de 40 degrés, eh bien, ça veut dire qu'on va évoluer nettement en rotation interne. Okay, plus cet angle-là est important, plus il y a une rotation interne des membres inférieurs. C'est pour ça qu'à l'acquisition de la marche, et pendant un bon moment, l'enfant marche les pointes de pied en dedans. Okay, et c'est d'ailleurs en rapport à ça un potentiel de risque de chute chez l'enfant quand il y a une trop forte torsion fémorale. Ok. Et puis petit à petit, cet angle diminuant, eh bien la rotation interne diminue et petit à petit l'angle de pas s'ouvre. C'est ce qu'il faut, on va le revoir dans l'évolution naturelle de cet angle. Ok. Donc axe torsion fémorale, voilà. Plan frontal, axe du col fémoral. Voilà un petit peu l'idée. La torsion tibiale, alors la torsion tibiale, elle, il faut comprendre que pour le coup, c'est le contraire, elle est nulle à la naissance. Ok, c'est-à-dire qu'on peut considérer que à la naissance, l'axe
le plan formé par le plan frontal du genou, donc pareil, l'axe bicondylien, ok. C'est quasiment le même que pour celui de fémur. L'axe bicondylien est confondu avec l'axe bimalléolaire à la naissance. Voilà. Et ensuite, justement, durant l'ensemble de la croissance, il va y avoir une dissociation de ces deux plans, c'est-à-dire que l'axe bicondylien, qui est considéré comme le plan frontal, eh bien, lui va être dans le plan frontal. Et par contre, l'axe bimalléolaire, eh bien, va quelque part s'orienter. Vous savez que l'axe bimalléolaire est oblique de dehors en dedans, d'arrière en avant. Ok. Et là, c'est ce qu'on voit bien, c'est-à-dire qu'en gros, on a une malléole externe qui finit en arrière de la malléole interne, en situation bien sûr de l'axe bicondylien dans le plan frontal. C'est ce qui se passe physiologiquement et c'est ce qu'on a c'est ce qu'on retrouve au niveau d'un pied assez physiologique. Ok. Donc cet angle-là, lui, participe également à l'ouverture d'angle du pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est chez l'enfant, eh bien, il n'y a pas de torsion, donc finalement, l'axe du tibia est dans l'axe du pied. Ok. Et petit à petit, il y a une ouverture, il y a cette torsion tibiale externe qui va contribuer à ouvrir de l'angle du pas, comme la réduction de la torsion fémorale que l'on a pu voir juste avant. Ok. Donc, ensuite, pendant la croissance, ce qu'il faut savoir, c'est que les torsions propres au segment du membre inférieur, fémur, tibia, dans le plan horizontal, évoluent jusqu'à l'âge adulte. C'est pour ça que la physiologie de l'enfant n'est pas la même que la physiologie de l'adulte. On fera un topo précis sur comment doit être un enfant physiologiquement, on va dire des pieds à la tête. On a déjà vu un petit peu comment évoluer la structure des genoux. Là, on aborde comment évolue les torsions du membre inférieur. Reste à revoir un petit peu l'évolution naturelle du pied et de la posture et structure du pied chez l'enfant. Et là, vous aurez une réelle conscience de la différence de physiologie chez l'enfant par rapport à la physiologie chez l'adulte. Voilà un petit peu l'idée. Donc, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que ces torsions cessent à la fin de la croissance. Ok. Grosso modo, on dit que la torsion tibiale, elle est accomplie définitivement vers 10 à 12 ans, pendant que la fémorale s'ajuste jusqu'à 17-19 ans. Donc, il y a des évolutions de l'antétorsion fémorale, de la torsion fémorale jusqu'à 17-19 ans. Ok. Ensuite, enfin, je l'ai déjà évoqué dans la petite capsule sur le pseudovarum, eh bien, ce qu'il faut considérer, c'est effectivement que ces torsions, une fois qu'elles sont fixées, qu'elles sont établies, ok, et si elles sont non physiologiques ou pathologiques, eh bien, elles vont être compensées par des rotations, et on va voir un petit peu lesquelles, et notamment en ce qui concerne la torsion fémorale, eh bien, l'antétorsion fémorale va être compensée à l'âge adulte par de la rotation interne. C'est l'inverse pour la rétrotorsion fémorale. On va voir ce qu'impose finalement, c'est un petit peu différent pour la torsion tibiale, mais on va voir ce que ça engendre sur justement, une fois à l'âge adulte, une fois que ces torsions sont installées. Okay, c'est quelque chose qu'on verra dans un second cours. Là, on va bien redécrypter quelles sont exactement ces torsions fémorales. Donc là, on voit ces deux torsions-là, j'espère que c'est compris, on les reprendra. Et puis, il y a deux grandes anomalies finalement dans les torsions. On va commencer par les plus fréquentes. Je vous en parle quasiment tous les jours, l'antétorsion fémorale exagérée, okay, ou ATFE, d'accord, et l'hypotorsion tibiale externe. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir que la TFE est très fréquente, la RTFE, la rétrotorsion du col fémoral, elle existe également, mais elle est beaucoup moins fréquente, okay, mais on la rencontre régulièrement, et il y a un signe distinctif qui passe pas inaperçu. Et l'hypotorsion tibiale externe, c'est aussi quelque chose qu'on voit plus fréquemment que l'hypertorsion tibiale externe. Voilà un petit peu le topo. Si on parle d'étiologie sur ces troubles structuraux, parce que là on est vraiment dans des troubles purement structuraux, donc on revient un petit peu sur le je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est là, c'est le idiopathique. Congénital familial, c'est très proche de l'idiopathique. Alors attention, il y a effectivement l'impact neuropathique qui est toujours dans le coin quand il y a des gros troubles de torsion. Et puis bien sûr, il y a le post-traumatique tout bête. Je me pète les fémurs, il ressoude un petit peu différemment, et ben il peut ressouder il peut se consolider avec une torsion qui n'était pas la sienne initialement. Ok. On reprend un petit peu l'évolution justement de ces torsions au cours de la croissance.
Je vous l'ai déjà dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une torsion, une antétorsion importante à la naissance au niveau du fémur, ok? Comme je vous l'ai évoqué, quasiment 40 degrés, et qui va petit à petit décroître pour atteindre 10-15 degrés d'amplitude physiologique. C'est ce qu'il faut pour avoir les 10-15 degrés d'amplitude physiologique. C'est ce qu'il faut pour contribuer à un angle de pas, à une ouverture d'angle de pas assez harmonieux. On verra ça. Au niveau du tibia, bah, c'est l'inverse, comme je vous l'ai dit, il y a pas du tout, je me répète là, hein, mais c'est important, il n'y a pas du tout de torsion à la naissance. Et puis, eh bien, ensuite, ça peut aller de 25 à 35 degrés en fonction de la littérature. Donc c'est là qu'on prend, si on prend pied par pied, si on prend les valeurs max par exemple, 35 degrés de torsion physiologique. Si on prend la valeur maximum de l'antétorsion aux alentours de 15, 20 degrés, etc., bah, ça veut dire que là, si on fait la différence entre les deux, on tombe à peu près, si on fait 30 moins 15, on est sur 15 degrés. C'est effectivement l'angle de Fick maximum. Ok. Et l'angle de Fick peut descendre jusqu'à 10, c'est-à-dire que si on prend effectivement la version max de l'antétorsion avec la version minimum de la torsion physiologique, c'est-à-dire 15 degrés d'antétorsion et 25 degrés de torsion du tibia, eh bien on est à 10 degrés. Ce qui fait que l'angle de Fick, grosso modo, tout ça, ça forme l'angle de Fick, et c'est pour ça que l'angle de Fick, il est grosso modo entre 10 et 15 degrés par pied, et donc en gros entre 20 et 30 degrés quand on fait l'angle entre les deux pieds. Voilà, c'est pas hyper fondamental de savoir ça, mais effectivement, ça contribue à forger l'harmonie du pas au sens de l'ouverture de l'angle du pas, et tout ce qui en découle, c'est très important. Il faut vraiment prendre conscience que l'ouverture ou la fermeture d'un angle du pas, ça a des conséquences biomécaniques notables, qui sont pas forcément encore toutes identifiées et qu'il faut essayer d'appréhender au cas par cas. C'est-à-dire que dans l'examen clinique, je vous ai souvent dit qu'il faut 1 analyser le pied, 2 analyser le genou, 3 analyser la hanche et regarder ce que ça donnait comme mayonnaise, tout ça. L'impact des torsions sur ça, eh bien, on va le voir sur l'ouverture d'angle du pas. Ça a une incidence. Je m'explique en gros. Ce que je veux dire par là, pour faire très simple, un pied plat valgus avec une ouverture d'angle du pas très notable, eh bien, ça n'a pas le même retentissement qu'un pied plat valgus avec un angle du pas fermé. Si je vous demande éventuellement de réfléchir à ça, essayez de vous faire des tests en marchant avec une ouverture d'angle du pas importante, en marchant avec une ouverture d'angle du pas nettement diminuée. Ça a un impact biomécanique sur l'ensemble du membre inférieur. Ça, faut vraiment en prendre conscience. Et encore une fois, ça doit s'analyser quasiment au cas par cas. En fonction des situations cliniques. Ça n'a pas tout le temps des retentissements, mais il faut l'intégrer quand même dans l'approche de l'examen clinique au maximum. En termes de physiopathologie, si on doit faire un petit peu de descriptif, eh bien on a l'antétorsion fémorale exagérée entraîne une perte de concordance de la tête fémorale et du cotyle. Ok, je vous les ai déjà montrés par schéma et je vais le refaire. Et que cette perte de concordance, eh bien, il va y avoir effectivement une rotation médiale compensatrice de tout le fémur qui se répercute sur tout le membre inférieur. Ok, pour assurer, en gros, une meilleure concordance tête-cotyle qui n'est, un, pas systématique, deux, qui finalement, vous allez voir, n'a pas que ce moyen-là d'être compensé, puisque je vous ai toujours parlé de la compensation du membre inférieur, mais il y a une autre compensation qui apparaît dans le plan sagittal, c'est la nouvelle de la journée, et pareil, il va falloir bien y réfléchir. C'est que également le bassin réagit à cette perte de concordance en allant faire de l'antéversion pour recouvrir la tête. Alors, on va essayer d'imager tout ça. Celle-ci, donc l'angle de torsion fémorale, vous voyez bien que c'est l'angle formé entre les deux traits bleus. Ça, c'est la physiologie. Quand il est augmenté, et ben là, on est dans le contexte décrit, il est augmenté, on a une perte de concordance. Pour compenser tout ça, il faut de la rotation interne. C'est-à-dire que là, l'angle n'évolue plus, c'est l'ensemble du membre inférieur qui se place en rotation interne et qui forme, vous avez vu sur le plan de gauche, ce qu'on a vu un petit peu dans à la fois le valgum fonctionnel mais aussi dans le pseudovarum, c'est-à-dire finalement un changement d'axe
de fonctionnement de la coxo-fémorale qui va aller en antéromédial en flexion et en postéro-latéral en extension. J'ai d'ailleurs à ce sujet une très jolie vidéo à vous montrer prochainement. Si on va prendre un petit peu de temps pour aborder la situation dans le plan sagittal. Là, si je vois physiologiquement à peu près, alors évidemment, toutes mes animations sont caricaturales, n'ont pas d'angle précis, c'est juste pour vous faire comprendre. Je le précise quand même. Là, on voit quoi? Un fémur, un hémibassin et on va dire une colonne lombaire avec le sacrum. Voilà un petit peu une situation physiologique de laquelle on va partir. Qu'est-ce qui se passe dans ce plan-là? Parce qu'on l'a beaucoup exploré dans le plan frontal et dans le plan transversal, l'antétorsion, mais finalement dans le plan sagittal et sur le segment au-dessus, bah, il y a une autre forme de compensation. Il faut comprendre que le corps, c'est des automatismes, les compensations, c'est des automatismes qui se créent à tous les étages pour assurer le meilleur fonctionnement. Et ben, qu'est-ce qui se passe dans une antétorsion fémorale exagérée? Voilà. Là, on peut dire que dans ce plan-là, voilà l'impact d'une antétorsion fémorale exagérée. Okay, on imagine être effectivement sur une hanche gauche vue de profil, et bien là j'ai bien une torsion en avant, je vous la refais, hop, torsion en avant du col fémoral. Okay, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une avancée de la tête métatarsienne. Là, à ce moment-là, on se retrouve dans la situation qu'on avait dans le plan transversal, à savoir la coxo, elle est subluxée. Okay, la coxo-fémorale est subluxée en avant. Qu'est-ce que peut faire? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, une fois qu'on considère cette tête fémorale et ce fémur fixe, okay, fixé comme ça. Que peut faire le bassin pour redonner de la concordance coxo-fémorale? Eh bien, il faut absolument que le bassin se déplace en antéversion pour redonner de la concordance articulaire. Okay, je vous la refais. On est physio, en antétorsion non compensée. Et pour compenser, hop, il va y avoir cette antéversion, c'est-à-dire qu'il y a une version antérieure de l'os de l'hémibassin, de l'os coxal, torsion là, et qui va, vous le voyez, ce qui est intéressant, et qui va s'accompagner d'une augmentation de la lordose. Pourquoi? Parce qu'en allant, je vous la remets un dernier coup, en allant dans l'antéversion, regardez ce sacrum, comment il passe d'une situation avec une certaine obliquité, une certaine verticalité, à être beaucoup plus horizontal. Et en étant horizontal, eh bien, il va avoir une tendance à augmenter la lordose lombaire et même à pouvoir provoquer des contraintes postérieures plus notables. Voilà, ça c'est une compensation qu'on avait peu évoquée jusque-là sur l'antétorsion. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors ça veut pas dire que dès qu'on est en antétorsion, on a forcément des gonalgies par rapport à la rotation interne et forcément des lombalgies par rapport à l'hyperlordose, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui est prédisposant. Okay, il faut intégrer ça. D'accord. La rétrotorsion fémorale. Donc comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Et grosso modo, là, par opposition, si la convergence des rotules était le signe distinctif de l'antétorsion fémorale, et bien là, c'est la divergence des rotules qui doit faire penser à à une rétrotorsion fémorale exagérée, puisque finalement, eh bien, si on prend le schéma, qu'est-ce que c'est qu'une rétrotorsion? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une rétrotorsion? C'est une torsion en arrière, cette fois-ci, du col fémoral, qui va être compensée, cette fois-ci, pour redonner de la congruence par de la rotation externe. Voilà un petit peu l'idée. C'est-à-dire que là, c'est de la rotation externe qui va s'appliquer au membre inférieur, et donc des rotules divergentes. Encore une fois, des rotules divergentes, il faut chercher une cause de torsion et de rotation du membre inférieur, des rotules divergentes, et ça montre une rotation. Et ces rotations, vous savez que ça ne se passe pas, je reviens sur ça, dans le génu, okay, dans l'aspect structural de genou qui est dans le plan frontal, ça veut dire qu'il y a un impact rotationnel. Et que si on doit parler de ça, on va parler de varum fonctionnel, si vous voulez, ou de démarche en rotation externe, fémorale notamment, qui donne cette divergence des patella. Et l'autre point qui peut donner ce type de fonctionnement, eh bien, c'est le pied varus. Donc quand vous avez des rotules qui divergent, vous devez être attentif à 1, est-ce qu'éventuellement il a un pied varus? 2, est-ce qu'il a une rétrotorsion fémorale exagérée? C'est les deux approches qu'il faut avoir. Rotule qui diverge, ça doit déclencher tout de suite ce questionnement. Et donc de surcroît, si vous voyez quelqu'un qui a des rotules qui divergent avec un pied valgus, vous devez forcément vous dire par élimination, il y a une rétrotorsion fémorale que je dois aller vérifier. Ok ?
Voilà un petit peu l'idée. On va parler mesure. On va parler mesure de la torsion fémorale parce que c'est important. On va parler mesure tout de suite. Alors vous verrez qu'on verra des... Vous verrez qu'on verra, pas mal. On va, on va voir différentes façons de mesurer. Enfin, aujourd'hui, on va avoir une très simple, la plus clinique, la moins précise, celle dont on vous dira c'est pas comme ça qu'on fait, mais finalement, c'est aussi celle que vous utiliserez le plus et qui vous donnera des indications. Sur la torsion fémorale, il ne s'agit pas forcément d'être hyper précis, il s'agit d'avoir une vue d'ensemble parce que de toute façon, l'approche de la dynamique vous donnera des infos et que si on doit la mesurer pour telle ou telle raison de façon précise, eh bien, je vous donnerai prochainement une autre façon de faire qui s'appelle le Craig Test. Là, on va faire comme si on était en clinique, assis sur la table d'examen. On demande à son patient d'avancer un petit peu les fesses pour que ses genoux puissent être libérés. Ok, et on va effectivement mesurer à la fois la rotation interne et la rotation externe à partir de là. Alors, on va faire un petit point là-dessus. Il faut savoir que physiologiquement, on a 30 degrés de rotation interne. La voici, ok. Par rapport, vous voyez, si je me sers de mon tibia comme compas de mesure, j'ai physiologiquement 30 degrés de rotation interne. En cas d'antétorsion fémorale, elle va être augmentée. Et j'ai physiologiquement 45 degrés de rotation externe. En cas de rétrotorsion fémorale, elle va être augmentée. On regardera ça. Et donc, finalement, ce qu'il faut. Alors là, ça c'est intéressant. Sur cette vidéo, je vous montre bien. Voilà, ça c'est de la rotation externe. Et quand je plie le genou, vous voyez, le tibia part en interne. C'est juste pour vous montrer que la mesure initialement faite, eh bien, là, vous voyez bien que c'est de la rotation interne. Et pour autant, quand je plie ma jambe, le tibia est en externe. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut évidemment pas se mélanger. Je vais remettre cette vidéo, tout simplement. Tac. Il faut pas se mélanger. Là, on est bien. Quand je fais ça, j'évalue de la rotation interne du fémur en allant le tibia en externe. Et quand là, j'évalue de la rotation externe du fémur en allant le tibia en interne. Ok? Et qu'effectivement, quand on va avoir une augmentation de la rotation interne, on sera plutôt dans un contexte d'antétorsion fémorale et on aura une diminution de la rotation externe. Et quand on aura une augmentation de la rotation externe et une diminution de la rotation interne, eh bien on sera plutôt dans un contexte de rétrotorsion fémorale. Donc antétorsion fémorale, augmentation de la rotation interne à la mesure, diminution de la rotation externe, rétrotorsion fémorale, augmentation de la rotation externe, diminution de la rotation interne. Ok? Et pour conclure, regardez bien la fin de cette vidéo qui montre qu'effectivement, on se la remet encore une fois, qui montre qu'effectivement, la rotation interne, eh bien, c'est bien le tibia qui va en dehors. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, quand vous avez un doute sur ça, par le faire en extension, tel que je vous le montre à la fin de cette vidéo. Je vais le reprendre précisément quand l'image arrive. Vous pouvez commencer en extension pour vraiment vous assurer du bon sens. C'est-à-dire que là, hop, je suis en extension. Je tourne mon membre sur l'intérieur, comme ceci, enfin, sur l'extérieur dans ce cas-là. Je l'ai tourné sur l'extérieur. Je fléchis la jambe. On s'aperçoit bien que c'est de la rotation externe et qu'en rotation externe, le tibia en fait est utilisé là comme compas de mesure. Voilà. Et en rotation interne, le tibia est à l'extérieur. Donc ça permet finalement d'utiliser le tibia comme compas de mesure, entre guillemets, de la rotation pour bien symboliser les choses. Ok? On reprendra ça, il n'y a rien de... Voilà. Encore une fois, cette mesure, elle est imprécise, mais il faut savoir la faire et on pourra en discuter quand on discutera ensemble sur notre cours de ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Mais je vous demande de l'avoir en tête. Si on parle de la torsion maintenant tibiale, pour bien comprendre ça, alors la torsion tibiale, il faut bien comprendre que si on veut vraiment, encore une fois, évaluer la situation du tibia et de savoir ce qui se passe, eh bien, il faut pouvoir faire les choses en situation des rotules dans le plan frontal. Si je mets les rotules dans le plan frontal, ça veut dire que tout ce qui se passe en dessus du genou est dépendant de la torsion du tibia. Puisque si je neutralise, entre guillemets, mettre les rotules dans le plan frontal, c'est m'assurer que mon fémur est dans le plan frontal et que la partie supérieure du tibia, okay, l'épiphyse distale, elle est mise dans le plan frontal. Et si l'épiphyse distale est mise dans le plan frontal, ça veut dire qu'ensuite, l'ouverture d'angle du pas traduit la torsion du tibia. Ok? Si l'épiphyse distale est mise dans le plan frontal, ça veut dire que, encore une fois, l'axe bimalléolaire et
l'ouverture d'angle du pas sont dépendants uniquement de la torsion tibiale. Ok. Et dans ce cas-là, on a deux grands cas de figure. Et bon, on va avoir une hypotorsion tibiale externe, parce que vous savez que la physiologie, c'est d'avoir une torsion tibiale externe de 20 degrés. On peut avoir une hypotorsion tibiale externe, c'est le cas du dessus, c'est-à-dire là, on voit bien que à partir du moment où j'ai mes rotules dans le plan frontal, donc mon épiphyse distale tibiale dans le plan frontal, eh bien on voit là que les pieds sont parallèles, voilà un peu convergents. On voit même de chaque côté les malléoles, ça veut dire que la malléole est dans le plan frontal. Alors qu'elle devrait être ouverte et avoir une malléole externe en arrière, une malléole interne en avant. Okay. Alors que sur le cas d'en dessous, on est face à une hypertorsion tibiale externe. Ça veut dire que l'angle, il semble faire plus, un petit peu plus, effectivement, parce qu'on a presque les deux pieds à 90 degrés, ça sous-entendrait, allez, on a 80 degrés, ça veut dire qu'on est vraiment à 40 degrés de chaque côté d'ouverture d'angle du pas, d'angle de Fick, et que ça veut dire que donc il y a 40 degrés de torsion tibiale externe pendant qu'il devrait y en avoir, on a dit jusqu'à 30, 25-30. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on est en situation augmentée. Ok. Si je schématise encore plus, ça c'est la physiologie. Vous regardez, aphysiologie, c'est-à-dire épiphyse distale dans le plan frontal, qu'est-ce qu'on a? Une TTA dont on reparlera et un angle du pas légèrement ouvert. Ok. En cas d'hypertorsion, bah voilà, on a une torsion. Attention, c'est une torsion, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça se passe juste au-dessus de la TTA. L'os se tord sur lui-même et ouvre l'angle du pas. Ok. Bien sûr, là, on est sur un membre gauche qui vous fait face, d'accord. Et à partir de la situation physiologique, on a effectivement une torsion tibiale. Voilà un petit peu le point qui ferme l'angle du pas, qui fait au mieux parallèle, voire convergent. Voilà un petit peu ce qu'il faut retrouver. Si on doit rentrer dans des mesures pour y voir très clair, eh ben, les mesures, c'est quoi? C'est je mets mon patient bien rotule dans le plan frontal pour avoir l'axe bicondylien dans le plan frontal pour être sûr que l'épiphyse distale du tibia elle soit bien dans le plan frontal. Et je vais, finalement, il y a une des façons de faire, si on parle de mesure, qui est de finalement faire à ce moment-là le contour du pied. Ok. Le contour du pied par principe, projeter les deux malléoles sur papier, malléole interne, malléole externe, tracer l'angle, l'axe bimalléolaire que l'on voit bien, ok, et finalement le mesurer avec le plan frontal. C'est pas très compliqué, on le fera ça j'espère en TD, voilà, c'est pas très compliqué, et ça permet de savoir ce qu'il en est réellement quand on est dans le flou de la torsion tibiale externe, voilà. Et l'angle donc entre l'axe bicondylien et l'axe bimolaire constitue l'angle de torsion tibiale. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est des choses qui sont chargées. Sur la torsion fémorale, la torsion tibiale, ça fait déjà des informations sur ce que doit être la physiologie, et donc finalement comment évolue, avec ça on doit pouvoir tracer comment ça évolue entre guillemets d'un enfant à l'adulte, ok, quelles sont les conséquences de ça, comment on les détecte à l'examen clinique, et ensuite on va aborder quelles sont les conséquences en clinique, on les a déjà vues, les conséquences rotationnelles, puisque, en conclusion, je redirai la phrase, les torsions du membre inférieur, les anomalies de torsion du membre inférieur, sont compensées par les rotations, notamment à l'âge adulte. Bonne journée à tous, on se voit très bientôt pour discuter de tout ça. J'espère que c'était assez clair et en tout cas que ça vous fera réfléchir et me poser plein de questions très prochainement. Merci beaucoup.